Mais sur les traumatismes, vous êtes appelé au pavillon des urgences pour un patient qui présente un trauma oculaire. Comment vous faites un examen complet? Quelles sont les conduites devant un traumatisme oculaire et les pièges à éviter? On essaie de répondre à ces questions, mais avant ça, il faut différencier entre deux types de traumatismes oculaires. Les traumatismes à globe ouvert versus les traumas à globe fermé. Ces deux entités sont différentes par le mécanisme et par conséquent, la conduite à tenir sera différente. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Les traumatismes. Ça va? Donc, les traumatismes à globe ouvert et les traumas à globe fermé. Donc, l'examen clinique en matière de traumatologie oculaire doit être complet, bilatéral et symétrique. Et si nécessaire, sous anesthésie générale, c'est le cas des enfants et des patients non coopérants. Donc, il comportera, comme tout examen, l'interrogatoire, un examen clinique ophtalmologique complet, l'inspection, la palpation, l'oculomotricité, l'acuité visuelle, l'étude au biomicroscope et prendre le tonus et enfin l'examen au fond d'œil. Et on complète par des investigations complémentaires. À l'interrogatoire, on doit chercher les circonstances du traumatisme. C'est très important pour préserver les droits du patient. C'est un accident de travail, il y a une agression pour rédiger la CDI. La nature de l'agent impactant, donc les caractéristiques de l'agent traumatisant est très intéressant à savoir. Donc ça nous permet de déduire le mécanisme et de déduire les lésions possibles. Par exemple, donc, les dimensions, la masse, la vitesse de l'objet en cause, ainsi que la force du coup. Par exemple, pour un traumatisme contusif, plus le volume de l'agent impactant est important, plus le volume est réduit, plus le traumatisme est violent. Donc, puis les antécédents du patient, bien sûr, on a les antécédents personnels, puisque les antécédents personnels, donc les antécédents ophtalmologiques et généraux. Donc, on doit connaître le statut, donc l'état antérieur de l'œil, donc l'acuité visuelle avant le traumatisme. C'est très important de savoir l'acuité, parce que des fois, j'ai un patient pour un trauma oculaire minime, je dis qu'avec une acuité inférieure à 1/10. À l'examen, tout est normal. Donc, à l'interrogatoire, on trouve une baisse d'acuité ancienne en rapport, par exemple, avec une amblyopie. Donc, là, je trouve l'importance de l'état antérieur de l'œil avant le traumatisme pour lier la baisse d'acuité, le traumatisme, voilà. Pour les antécédents généraux, on a ici une chirurgie en vue. On cherche l'allergie médicamenteuse, le traitement anticoagulant, le statut vaccinal tétanique surtout, et l'heure du dernier repas. Les signes fonctionnels, le motif de consultation peut être une douleur, larmoiement, photophobie, baisse d'acuité visuelle et l'évolution dans le temps. On a des signes de gravité qui met la baisse d'acuité visuelle. Par contre, la douleur, ce n'est pas forcément un signe de gravité parce que vous connaissez l'innervation cornéenne. La cornée antérieure, elle est plus, donc les couches antérieures sont plus énervées que la cornée postérieure. Une petite abrasion, une douleur atroce. Par contre, c'est un traumatisme minime. Donc, la douleur, ce n'est pas un indicateur de la gravité du traumatisme. Par contre, l'acuité visuelle, c'est. Je sais pas ce que. Enfin, l'éventuel traitement administré sur le lieu de l'accident. L'examen clinique, toujours, doit être bilatéral, complet, symétrique, méthodique. On commence toujours par l'inspection, la palpation. L'inspection a sa place dans le traumatisme oculaire, surtout pour l'étude du cadre orbitaire et l'étude palpébrale. Donc, l'inspection et la palpation pour la recherche d'une plaie, d'une fracture orbitaire. Donc, on peut à la palpation trouver un emphysème sous-cutané qui nous oriente vers une fracture du cadre orbitaire. Donc, une plaie des voies lacrymales à rechercher devant toute plaie palpébrale de l'angle interne de l'œil.
toujours l'angle interne de l'œil, soit plaie palpébrale inférieure ou la supérieure. Là, on cherche une plaie des voies lacrymales. La réparation est plus complexe. On doit utiliser une sonde pour préserver les voies lacrymales. Et on inspecte le globe, un globe rouge ou bien un œil blanc calme, c'est pas kiff-kiff. Toute plaie pectiforme de la paupière supérieure doit faire remonter la pénétration d'un corps étranger intraoculaire propre. Allez, on n'a pas. Puis on passe à l'examen de la motilité oculaire. Donc, un strabisme ou une diplopie d'apparition récente, bien sûr, là, doit nous orienter vers une atteinte soit musculaire ou bien nerveuse, des nerfs oculomoteurs. Une paralysie, une section ou bien une incarcération dans une fracture de l'orbite. Donc, une paralysie ou bien une diplopie binoculaire récente, puisque la diplopie monoculaire oriente vers autre chose, qu'on va voir par la suite. Je ne sais pas ce que c'est. On passe à l'acuité visuelle. Il est primordial de prendre l'acuité visuelle de loin et de près, avec et sans correction. Donc, elle a une valeur médico-légale. Moi, je dirais la valeur de l'acuité visuelle, donc, chiffrer l'acuité visuelle, les chiffres initiaux ne renseignent pas sur la gravité du traumatisme. On peut avoir un traumatisme avec une acuité basse, par exemple, quelqu'un qui vient avec une perception lumineuse positive, ou juste un effet total qui va se résorber dans 2-3 jours. Par contre, avec une acuité 5-6 dixièmes, ou une plaie sclérale avec décollement de rétine, décollement donc sectoriel, donc on conserve quand même une acuité. Pardon, par la suite, les suites opératoires, vous avez beaucoup de choses au début, vous dites, même chose. Donc, l'acuité visuelle, ce n'est pas un critère objectif de la gravité du traumatisme. Donc, la mesure est faite de loin à 5 mètres, puis de près à 30 cm, avec et sans correction. Puis, on passe à l'examen au biomicroscope. Donc, on étudie les différentes structures. On examine successivement d'avant en arrière. On commence par les paupières. Donc, à la recherche d'un hématome, une plaie, un corps étranger. On a une plaie pectiforme des paupières. Devant une plaie pectiforme, on doit rechercher un corps étranger intraoculaire, c'est très important. Ou une plaie du contus interne, là, on cherche une section des canalicules lacrymaux. On passe à la conjonctive. On a la paupière, puis la conjonctive. On a deux sortes de conjonctive. La conjonctive bulbaire, elle recouvre la sclère. On a la conjonctive tarsale, qui recouvre la paupière. Donc, la conjonctive, on cherche surtout une hémorragie sous-conjonctivale. Là, il faut faire attention devant une hémorragie sous-conjonctivale post-traumatique, une plaie sclérale est suspectée toujours. En moindre doute, on fait un examen sous anesthésie générale, une exploration chirurgicale. Donc, on fait une désinsertion de la conjonctive et on vérifie l'intégrité sclérale. On peut avoir un chymosis, vous connaissez le chymosis. Bien, une plaie conjonctivale, généralement, associée toujours à une hémorragie conjonctivale, puisque la conjonctive est richement vascularisée. La conjonctive, donc, on a une hémorragie sous-conge. On examine aussi les culs de sac avec prudence. Parfois, il y a un corps étranger ou bien une plaie au niveau des culs de sac, lacrymo, soit interne, externe, supérieur, inférieur. On cherche aussi un corps étranger superficiel ou planté sous la paupière supérieure. L'éversion de la paupière supérieure, c'est un geste capital. Des fois, il y a une érosion cornéenne pour ou l'endophtalmie, où la cause, c'est un corps étranger planté sous la paupière supérieure. Donc, c'est un geste à ne pas oublier. Pas clair. Donc, parfois, la plaie sclérale est évidente, comme ici, c'est une plaie sclérale, parfois minime, ou bien avec issue de membrane profonde, du vitré. Toujours, en moindre doute, une exploration chirurgicale s'impose. Arrivons à la cornée. La cornée peut être le siège d'une érosion, d'un corps étranger superficiel, d'une plaie pénétrante ou non, transfixiante ou non, et d'un œdème cornéen. On a un signe très important à connaître, c'est le signe de Seydal. Normalement, vous le connaissez. C'est quoi le Seydal?
Oui. Comment? Comment on cherche donc, après l'instillation d'une goutte de fluorescence, c'est un collant vital, et l'éclairage en lumière bleue, qu'est-ce qu'on va trouver? Va diluer. Très bien. Et ça indique que c'est pathognomonique d'une perforation cornéenne. Un SIDAL positif égale une plaie pénétrante, transfixion perforante. Donc, c'est l'indication chirurgicale urgente. À l'époque, le SIDAL provoqué ou le SIDAL spontané. La notion de provoque justement, mais toutes sortes de pressions est contre-indiquée. Face à un trauma à globe ouvert, ça risque d'aggraver les lésions, de faire sortir l'humeur aqueuse ou bien le vitré, ça va aggraver les lésions. Donc ça c'est pour le signe de SIDAL. On passe à la chambre antérieure, toujours, la cornée, les caractéristiques de la cornée, soit le traumatisme, les UVI, tout là, on a 4 caractéristiques principales, la transparence, l'intégrité des dents. Non, dans la cornée. L'épaisseur, la transparence, l'intégrité. La sensibilité, non, la régularité de la chambre antérieure, la cornée. La sensibilité cornéenne. La sensibilité, surtout dans la kératite herpétique, les kératites. La kératite herpétique, nous avons voire une anesthésie cornéenne. La chambre antérieure, on cherche la profondeur, le contenu et la régularité. Par exemple, maintenant, une chambre antérieure de profondeur normale, il y a la profondeur. On a une profondeur diminuée. Par différents mécanismes, les cas où la chambre antérieure peut être diminuée de profondeur. Donc, pour le contenu, on peut avoir un éphéma, un hypopiontendal, fragment de cristallin, présence de vitré, corps étranger, luxation antérieure du cristallin. Tout ça, je trouve le bilan lésionnel. Une chambre antérieure irrégulière, par exemple, la même profondeur, la même profondeur que la surface camla. Par contre, irrégulière, qui est étroite un endroit ou plus large un autre. Non, c'est pas la chambre antérieure, la profondeur, la chambre antérieure. Entre les deux rayons lumineux. De pression. Il y a plusieurs causes de chambre antérieure irrégulière, par exemple une plaie sclérale. Il garde la chambre plus profonde du côté de la plaie. On va voir les différents. Donc, on a la chambre antérieure, peut-être le siège d'un éphéma. Un hypopion, c'est le signe d'une infection en cas de retard diagnostique généralement. Fragment de cristallin en cas de traumatisme violent. Présence du vitré, corps étranger, luxation antérieure du cristallin. L'iris et la pupille. Là, on peut avoir une hernie de l'iris à travers une plaie cornéenne. C'est une plaie cornéenne avec hernie de l'iris. Comme je trouve, l'iris hernie. Toujours, l'hernie de l'iris, la pupille déformée. Une iridodialyse. L'iridodialyse, c'est la désinsertion de la base de l'iris. Généralement, suite à un traumatisme contusif violent. Puisque c'est des zones de fragilité. La base de l'iris, le limbe, sclérocornéen. Ou là, on peut avoir une rupture sphinctérienne. Qui je trouve la pupille déformée par endroit. C'est je pense qu'elle aspire à la angulaire. C'est la rupture sphinctérienne. On peut avoir aussi une perforation irienne. D'ailleurs, une perforation irienne peut être la voie de passage d'un corps étranger profond qu'on doit rechercher. Oui. L'iridodialyse. L'iridodialyse, c'est la désinsertion de la base de l'iris. C'est la base de l'iris. C'est le siège du sphincter irien. L'iris est arrachement de l'iris de sa base. Oui, arrachement.
des fois l'iridodialyse qui est très importante, il y a une diplopie monoculaire. Comme vous voyez là, la diplopie binoculaire, c'est un problème généralement d'oculomotricité. Par contre, la diplopie monoculaire, donc fluorine, la diplopie elle est monoculaire, parfois elle est liée l'iridodialyse, ou une subluxation ou la luxation du cristallin. C'est beaucoup plus la subluxation, l'iridodialyse qui est importante. En cas de diplopie très gênante, on fait on l'appelle une iridopexie. L'iridopexie, c'est la suture irienne. La rupture sphinctérienne, le sphincter de l'iris, c'est le muscle responsable du myosis de la oui. هنايا rupture sphinctérienne, نشوفوا l'aspect هذا نفرقوها اللي سينيشي هنا تشوفوا une sorte de déformation angulaire نشوفوا فيها. Ou la perforation irienne, cristalline, n'importe quelle perforation, on a toujours un suspect et on craint le corps étranger intraoculaire. On doit le chercher et l'extraire puisqu'il peut aggraver les lésions initiales. Arrivons au cristallin. Donc, le cristallin en matière de traumatologie oculaire peut être le siège d'une subluxation. C'est la subluxation d'un cristallin déjà cataracté. Donc, on a deux lésions. On a une cataracte et une subluxation. La différence entre luxation et subluxation, vous la connaissez la différence? Luxation, de quoi? C'est pas le cristallin, c'est les zonules. Voilà. C'est la rupture totale ou partielle. C'est la cataracte en rosace, c'est la fameuse cataracte en rosace, c'est typique d'un trauma oculaire contusif. On peut avoir une rupture cristallinienne ou bien un corps étranger dans le cristal. Le vitré antérieur peut être le siège d'une hémorragie intravitrienne, comme ça. Le siège de corps étrangers. Les corps étrangers peuvent siéger à sur n'importe quelle structure. La prise de pression artérielle, donc à la recherche d'une hyperhypotonie, il faut faire attention devant un trauma à globe ouvert. Donc, il est contre-indiqué de prendre le tonus oculaire par n'importe quel tonomètre, soit le GDR, tonomètre de Goldman, c'est proscrit. D'abord, un globe ouvert, l'urgence c'est de fermer le globe. Et après, on complète par le tonus, l'échographie thermique, la sonde, le risque infectieux. Deuxième des choses, c'est le risque d'une aggravation des lésions, de faire sortir le reste des liquides, soit le vitré ou bien l'humeur aqueuse. Donc, sera évalué même le palpébé digital est déconseillé. Parce qu'une plaie sclérale généralement trouve évidente. L'hypotonie, ça se voit, il faut voir que le globe, c'est pas la peine d'appuyer. Puis, en dernier, on a l'examen au fond d'œil, après dilatation pupillaire par des mydriatiques. On utilise le mydriaticum. Donc, le fond d'œil se fait soit à l'aide d'un ophtalmoscope direct, soit par ophtalmoscopie indirecte. Donc, dire la différence entre l'ophtalmoscopie directe et indirecte. Pour tout service ou là, non? Je touche la lentille Volk, le verre à 3 miroirs, non. On a l'ophtalmoscopie directe, on a un ophtalmoscope, c'est un instrument. Je peux voir juste le pôle postérieur. Je ne peux pas la périphérie rétinienne, juste le pôle postérieur, la macula, la papille et les gros vaisseaux. Par contre, l'ophtalmoscopie indirecte, elle se fait à l'aide d'une lentille, petite lentille هكا. On va montrer ça معايا. كيف تشوفوها. هذه هي la lentille. هذه on l'interpose en arrière du biomicroscope entre la lampe à fente ou le patient. نحطوها en regard de la pupille dilatée. نشوفوها كامل. هذه la lentille Volk. Donc peut-être soit هذه c'est une lentille non contact, elle est la plus utilisée. Puisque le risque infectieux, il n'y a pas de risque infectieux. Par contre, le verre à 3 miroirs, parce qu'il est au contact de la cornée, toujours qu'il y a un risque traumatique, déjà avec une érosion là,
surtout le risque infectieux d'un patient à un autre. Donc, le vert, c'est pour l'extrême périphérie. Ou la de la gonioscopie. La pupille non dilatée. L'examen ici, donc, comme ça, l'angle iridocornéen. L'angle iridocornéen, on l'examine par ce qu'on appelle le vert. On fait la gonioscopie pour chercher une lésion, un corps étranger, une hémorragie des silici antérieurs à de la gonioscopie de verre. Donc, le verre à 3 miroirs, nous choufons l'angle iridocornéen, la pupille non dilatée, nous choufons le pôle postérieur, beaucoup plus la périphérie rétinienne, la moyenne et l'extrême périphérie. On a la lentille vol qui est la moyenne périphérie. Chez l'extrême périphérie. Donc, chez les périphériques, de préférence, en place le verre à 3 miroirs. On a parlé de... هنا على le fond d'œil. Donc, je trouve le fond d'œil, je trouve le vitré. Parce qu'on a le vitré antérieur, avant de placer la lentille, je trouve le vitré antérieur. Ou le même vitré. On voit le vitré antérieur, je trouve, avant de placer la lentille. Et le vitré postérieur, on peut trouver une hémorragie intravitréenne. Un décollement vitréen postérieur, des corps étrangers. On examine aussi la rétine. On peut avoir un œdème du pôle postérieur, des déchirures, et un décollement de rétine. Non, moi je suis bien. Le décollement de rétine, des corps étrangers. On examine aussi le nerf optique. La papille peut être normale au début, mais s'atrophie secondairement. Généralement, l'atrophie secondaire qui connaît des traumas mixte neuro-ophtalmo, c'est généralement en arrière de la pénétration du nerf optique, le globe. Là, c'est l'atrophie. C'est un œdème stade 2 à 3. Après l'examen clinique, on complète par des examens complémentaires, bien sûr orientés par les résultats de l'examen clinique. La radiographie standard est systématique devant tout traumatisme, à la recherche d'un corps étranger intraoculaire radio-opaque. Et même un traumatisme contusif, on fait la radio pour chercher une fracture. Donc, la radiographie standard est systématique avec plusieurs incidences. On a le face, profil, blondeau, plusieurs incidences. L'échographie oculaire, parfois utile en cas de perte de transparence des milieux, bien de corps étrangers intraoculaires, radiotransparent. Un exemple de perte, oui. Exemple de perte de transparence des milieux. Donc, on commence par post-traumatique, le traumatisme, cataracte, avant le cataracte, d'abord en arrière, l'éphéma total. Non, on a beaucoup plus de traumatisme. L'hypopion, c'est rare. Donc, une hémorragie. Donc, hémorragie cornéenne, c'est l'éphéma. Un éphéma total, on ne peut pas passer, même un éphéma subtotal, qu'on a la moitié, de 3 quarts, on ne peut pas. Une cataracte post-traumatique, zéro. Hémorragie intravitréenne, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, on fait une échographie oculaire toujours en absence d'une plaie cornéenne ou sclérale. Il faut toujours vérifier l'intégrité du globe. Toute plaie est une contre-indication de l'échographie ou bien la prise de tonus. Pas en urgence en cas de plaie perforante du globe. La TDM, c'est l'examen de choix en traumatologie oculaire. Il est en seconde intention après la radio. L'IRM est contre-indiqué sous suspicion d'un corps étranger métallique, surtout ferreux. Pourquoi? Donc, le déplacement peut entraîner des lésions. Oui, des lésions en plus. Par structure. La conjonctive, déjà, donc c'est une sorte de répétition. La conjonctive, qui a l'hémorragie sous-conjonctivale, le premier réflexe, j'ai
hémorragie sous-complexe, l'exploration chirurgicale, au moindre, ce n'est pas systématique. Faire l'explorer chirurgicalement, si on a des signes en faveur du plaie sclérale. Normalement, nous avons des signes en faveur, des signes indirects qui nous orientent vers le plaie sclérale. Les signes, on a 3 signes principaux. Les communs. Chambre antérieure profonde, irrégulière, hypotonie oculaire, l'hypotonie canine, c'est un signe. On a la déformation pupillaire en absence d'une plaie cornéenne. Même une plaie cornéenne avec hernie de l'iris nous donne une déformation pupillaire. Des fois, nous voyons la pupille déformée, mais quand c'est une plaie cornéenne, nous voyons la chambre antérieure irrégulière, plus profonde, le côté de l'étirement de la pupille, on suspecte une plaie sclérale et on doit explorer au bloc. Oui. L'étirement, une plaie sclérale, les membranes profondes, le liquide couche, la déformation dans le sens de la plaie belle. Déjà la déformation nous oriente la localisation et la plaie. La carte d'hémorragie sur 360, je connais à peine la localisation de la plaie, c'est la déformation pupillaire. Par exemple, le pupille déformé vers 11h, la plaie vers 11h. C'est constant. Des fois, on a un examen. Non, généralement, une plaie très étendue, mais c'est pas constant. Ça, en cas de présence d'une hernie, c'est la déformation. Hernie, c'est rare une hernie la sclère, une plaie sclérolimbique. نشوفوا كاينه une image normalement كنلحقوها كاينه كي تكون لا بلي قريبه لللام قادر لينس يخرج لو كورسيليير مع بعض باسكو دي ستركتور ادجاسونت قراب بعضها قريتو الاناتومي تاع العين هما راكم في لا ديرنيير سيمان سي صح صافا شويه pourquoi normalement تفوتوا للسيرفيس هادو حوايج كامل تشوفوهم لي دورجونس معليش ايه قلنا من وصلنا donc l'hémorragie sous-conjonctivale après élimination d'une plaie sclérale par exemple كيما هذه نexaminer ثاني pour vérifier نقدروا نديروا un fond d'œil normal إذا لقينا le fond d'œil normal هنا le risque تاع une plaie sclérale est minime ما نقولوش risque zéro parce كاين des plaies sclérales non pénétrantes juste la sclère ما يوصلوش لا rétine حنا باش نلقاو ناتنت لو فون دوي لازم تكون اتنت كرويديان ولا ريتينيان بانش لا سكلير صح نقولوا سي ان ريسك مينيم en dehors d'une plaie l'hémorragie conjonctivale seule post-traumatique est banale elle ne nécessite aucun traitement c'est l'abstention thérapeutique et la surveillance généralement la résorption se fait spontanément en 2 à 3 semaines. La conjonctive, on peut trouver les corps superficiels, corps étrangers superficiels qui n'ont soit sur la conjonctive bulbaire, c'est la conjonctive bulbaire, ou là, sur l'intérêt de l'éversion palpébrale, même s'il y a un corps étranger cornéen ou là, sur la conjonctive bulbaire, on doit toujours faire l'éversion palpébrale à la recherche d'autres corps étrangers. Schéma Talguina Khlas. Ça peut causer des lésions graves et l'endophthalmie. La perte l'endophthalmie en matière d'ophtalmologie, c'est la perte du globe oculaire sur le plan anatomique qui fonctionne. À la gel, un corps étranger, à la gel, un geste de donc c'est très important. Oui. Le corps étranger. La paupière. Si. Déchiré ou pas? Si هو l'examen complémentaire إذا كان corps étranger radio opaque نقدروا نشوفوه radio transparent نقدروا نشوفوه بليكو بصح رانا في l'examen clinique avant d'arriver les examens complémentaires l'examen clinique إذا كان يزيد هو le geste, non.
le geste. Non, on a les traumas. Généralement, les corps étrangers superficiels, un trauma minime. ما تلقايش انكور ماشي تروحي ديري ايفيرسيون بالبيبرال وانت عندك اون بلي سكليرال. انا قلنا توت سورت دو بريسيون اي كونتر انديكي دوفون اون بلي. معنا نحكيو في تروماتيزم مينيم مثلا غادي يجيك بوغ ان غران كورنيا ولا في لا كونجونكتيف بيبار. حنا لازم ليكزامان نزيدو نشوفوا لي فيرسيون بالبيبرال نشوفوا لي كول دو ساك وين قادر يكونوا دي كور étrangers non visibles. هذا ما كان. On peut avoir aussi une plaie conjonctivale, presque toujours associée à une hémorragie sous-conche, puisque la conjonctive est richement vascularisée. C'est impossible de trouver une plaie sans hémorragie. Toujours, on a le réflexe, c'est de chercher une plaie sclérale. On a la plaie conjonctivale, si elle est minime, on peut la laisser avec un traitement antiseptique et cicatrisant. Sinon, si elle est une plaie étendue, là, on doit suturer. La sclère, donc le plaie sclérale, le signe indirect d'une plaie sclérale, c'est l'hypotonie avec approfondissement de la chambre antérieure. Ce sont des signes classiques de plaie sclérale. La recherche du nerf midléris, هنا لا قريبة لللم. سكليريس إذا كانت بعيدة للريس مش راح يلحق باش يخرج على السكلير، لازم تكون قريبة لللم. هنا une plaie sclérale, donc les examens paracliniques لازم on fait une radio de crâne, TDM, suture au bloc sous microscope, le risque d'endophthalmie est à craindre. Endophthalmie, DR, ictise, le décollement de l'idée, parce que déjà la plaie sclérale, تحبس برك لا سكلير لا كورويد لي ممبران بروفوند كامل الى خرج دو فيتري c'est-à-dire وصلنا حتى لا ريتين. اذا ما كانش ديكولمون في الديبي تكون ديشيرو ريتينيان من بعد بار لا سويت تبدلنا ان ديكولمون كاريمون لو ديكولمون de rétine avec donc perte de la fonction visuelle. مع الوقت لو ديكولمون يعطيك la plaie مع لو ديكولمون مع لا رياكسيون انفلاماتوار تبدلنا l'actise du globe. L'actise, c'est la diminution du volume, l'atrophie. C'est la perte de l'anatomie du globe. Il est vrai, là, c'est des fois l'éviscération spontanée, là, il là, c'est l'intérêt de ça. Donc, la cornée, qui dans la cornée, peut être le siège d'une contusion, corps étranger, érosion ou bien une plaie. Le dème de cornée post-contusif, donc, secondaire à une la cornée, je vais me lire. Là, tu fous la cornée, vous êtes le dème de cornée. Donc, il est secondaire à une rupture de la membrane de Descemet. Vous connaissez l'histologie cornéenne, les 5 couches. D'avant en arrière, l'épithélium, puis la membrane de Bowman, le stroma antérieur et postérieur, la membrane de Descemet et l'endothélium. Le dème, c'est secondaire à la rupture de la membrane de Descemet, ouverture de la barrière endothéliale entraînant un hydrops ou bien je ne sais pas. C'est l'infiltration, oui. Normalement, ça indique un trauma un peu violent. Ça, normalement, ça régresse. Ou c'est l'indication de la hypotonisant. Les corps étrangers superficiels, là, c'est très, très, très fréquent en consultation. Si vous passez aux urgences, déjà, il dit que le patient a un diagnostic de j'ai un des grains, les urgences. Il voulait que j'ai un grain, j'ai une. Donc, les grains de soudure, les grains de meule, c'est très fréquent. Là, j'ai la conduite à tenir devant. Il y a un corps étranger
تولي لا كورني فراجيل تولي بريديسبوزي لي انفيكسيون là c'est حتى l'indication تاع la greffe cornéenne من un grain de soudure. هنا on voit bien l'intérêt du traitement préventif, la prévention. Du traitement, c'est le concept. Qui dit واحد ينحي le grain, ماشي l'intérêt تاعنا نحيو le grain برك. On le conseille de prendre les précautions, oui, de porter les lunettes, dire-le. Non, parce que les opacités cornéennes qui coulent le grain profond, l'épithélium, la membrane de Bowman. L'épithélium normal, la réutilisation se fait en intégrant. La membrane de Bowman, une fois de gaz, qui m'atteint. Une opacité cornéenne, le grain fait la membrane de Bowman, le stroma. Donc c'est irréversible. Donc l'intensité par rapport au dame, ça reste, oui, toujours irréversible, oui. L'opacité, le corps étranger peut faire de la cornée ou de la... L'opacité cornéenne, c'est la réaction inflammatoire. Le corps étranger qui généralement qui soit un corps étranger superficiel, épithélium, la réaction inflammatoire, les couches profondes, soit le corps étranger lui-même, il coule profond. Déjà, l'extraction, déjà, c'est la membrane de Bowman. La membrane de Bowman ne régénère pas, ne régénère jamais. Une fois de gaz, c'est l'opacité. On a le corps étranger. Donc, on a l'intérêt d'un traitement curatif, donc l'extraction du corps étranger sous anesthésie topique, plus un traitement cicatrisant, antibiotique ou antiseptique, avec un pansement occlusif pendant 24 à 48 heures, ou l'intérêt de la prévention. Donc, on doit sensibiliser, on doit conseiller les patients de prendre les précautions essentielles. Puis on a l'érosion cornéenne. Donc l'érosion cornéenne, c'est une petite ulcération. L'érosion, c'est toujours l'épithélium, les couches superficielles. Donc c'est une abrasion superficielle de la cornée sans plaie perforante. Donc le seidal est négatif. Par contre, le test à la fluo, positif. Le test à la fluo, c'est après l'instillation d'une goutte de fluor ici et l'éclairage en lumière bleue, on trouve fixation verdâtre. Cache la dilution. Là, il faut qu'il y ait une ulcération. Alors, parce que la fluo, elle se fixe sur le stroma antérieur, enfin, entre le stroma ou le Bowman. On a le seidal négatif. Le seidal négatif infirme le caractère pénétrant de la plaie ou bien de l'ulcération. Donc, là, le traitement, c'est une simple antibiothérapie, cicatrisant et pansement. Le pansement, toujours, il faut faire attention chez les enfants. Les enfants ont un pansement oculaire à l'air, le risque d'amblyopie. Donc, soit on déroge le pansement, si c'est vraiment nécessaire de faire un pansement, il y a un pansement binoculaire ou bien un pansement avec un trou. Les lunettes trouées, les pansements avec les troués. La kératite radique, c'est les fameux coups d'arc. C'est très, très fréquent en famille. يقول لك سوديت في الليل عيط مرقود عيني حطيت لا douleur très importante parce que la tête est superficielle. قلنا l'innervation cornéenne elle est concentrée l'épithélium et le stroma antérieur on va les plus énervés. Donc la douleur تكون intense. À l'examen نشوفوا والو نديروا la fluo نلقاو une kératite ponctuée superficielle. هذه هي شويه تبان des petits points, une kératite ponctuée superficielle, une kératite simple, nécessite un traitement par des antiseptiques cicatrisants et antalgiques, et de la douleur. On a aux plaies cornéennes. Qui n'a les plaies cornéennes, donc le caractère pénétrant, qui n'a la plaie sanitaire non transfixion, juste l'épaisseur cornéenne, ما تفوتش الداخل. هذه كي تكون فريمون كبيره étendue au risque les barges ما يكونوش écartés كلنا نحتاجوا des points de suture sinon نقدروا نديروا une lentille thérapeutique sous surveillance بصح كي تكون une plaie pénétrante avec un seidal positif c'est l'indication chirurgicale donc
Donc, on doit affirmer le caractère perforant ou non de la plaie par le signe de Seydal. Toujours, on doit, devant tout traumatisme perforant, on doit chercher un corps étranger intraoculaire, superficiel et profond, qui m'a l'appelé cornéenne, je trouve les berges de la plaie, ou même profond par les examens complémentaires. C'est la radio du crâne centrée sur les orbites, avec les différentes incidences, ainsi que la TDM. Donc, une plaie cornéenne pénétrante constitue une urgence chirurgicale ophtalmologique. Normalement, on doit suturer dans les 6 heures d'urgence, juste. Donc, on doit vérifier la vaccination antititanique sous couverture antibiotique générale et locale après la fermeture du globe. Donc, un traitement chirurgical secondaire des complications ou des séquelles est fréquent dans un deuxième temps. Généralement, une cataracte post-traumatique, le décolorité, on ne fait pas la chirurgie combinée. L'urgence, c'est de fermer le globe pour éviter l'endophthalmie. L'urgence, c'est de limiter les lésions et éviter l'infection intraoculaire. Et par la suite, déjà la cataracte, je le début, c'est du intense, c'est la régression, ou par contre, le cristal transparent, par la suite s'installe une cataracte. Donc, de préférence, on ferme le globe. Même un éphéma, une plaie cornéenne avec un éphéma, on ne fait pas le lavage de la chambre antérieure. Et les gens ne me même pas le lavage. Donc, l'urgence, c'est de fermer le globe. La pratique, la conduite pratique, généralement, on fait le lavage pour faciliter le drainage. Sinon, on ferme le globe. Le pronostic dépend de la localisation de la plaie, bien sûr. Une plaie centrale, une plaie cornéenne centrale, ça gêne, ça diminue considérablement la vision. Par contre, une plaie, par exemple, une périphérique, là, ça, à la localisation. Même le pronostic, il est meilleur si plaie cornéenne que sclérale, mais pas forcément. Des fois, tu as une plaie sclérale minime. Tu ne même pas la rétine, la sclérale de la choroïde. Une simple suture, des impacts laser pour éviter le décollement. Ou le pronostic, il confirme une plaie cornéenne, il te met un astigmatisme important. Là, l'iris, une plaie cornéenne simple, elle va être plus grave qu'une plaie sclérale. On a des études qui disent que la gravité, c'est beaucoup plus les plaies sclérales. Les principales complications des plaies de cornée sont l'endophthalmie. L'endophthalmie, c'est la complication la plus grave en redoute. C'est l'infection intraoculaire. Une infection intraoculaire, c'est la catastrophe. Donc, il y a la différence entre l'endophthalmie et la panophtalmie. C'est tout le blanc. Avec participation sclérale. L'endophthalmie, c'est intraoculaire, les deux tunnels. Alors. Donc, on peut avoir l'endophthalmie. L'endophthalmie, c'est retard diagnostique et conduite à tenir. C'est la qualité de la conduite à tenir, la prise en charge. La mauvaise coaptation de la plaie, qui reste la principale cause d'hypotonie dans les suites opératoires. L'œdème cornéen persistant. L'œdème peut être localisé, surtout avec un filament enfouillé. Les points de suture cornéens ont fait enfouir le fil. Le nœud هذاك ما نخليوهش على برا باش ما يديرناش لودام توجور ندخلوه l'épaisseur cornéenne. Des fois كي ما يكون un point un filament enfouillé يديرنا un œdème. La présence d'un petit corps étranger résiduel قادر يديرنا un œdème localisé ولا قادر يكون des flux liés à l'hypertonie le plus souvent d'origine endothéliale. Alors pour les plaies cornéennes, les plaies touchant le segment postérieur sont plus graves avec des complications plus sérieuses. Peuvent se compliquer d'une hémorragie intravitréenne, un décollement de rétine, une hypotonie, atrophie du globe et l'ophtalmie sympathique. Donc l'ophtalmie sympathique, c'est une entité à part du VIH post-traumatique bilatéral survenant quelques semaines à plusieurs années après le traumatisme initial. C'est une sorte de réaction auto-immune
يصير le traumatisme بعد quelques semaines voire حتى des années حتى كاين des cas où 63 ans après le traumatisme le patient il a fait l'ophtalmie sympathique, c'est une panuvillite, une vulite antérieure, intermédiaire et postérieure, donc les granulomateuses signifiantes. L'origine, c'est une réaction auto-immune. Généralement, l'œil adepte, le bon œil, ça le traumatisme fait un œil, plus le traumatisme est violent, plus le risque d'ophtalmie sympathique est élevé. C'est une entité très rare, ça c'est la raison pour laquelle on conseille généralement les patients avec un éclat du globe, un éclat avec un pronostic visuel, fonctionnel et anatomique. Donc, il n'y a pas d'espoir. Pour le patient, de préférence, on fait l'éviscération pour prévenir la complication. Ça, c'est difficile d'annoncer à un patient qui calme avant le traumatisme sur 10 dixièmes. Le jour de traumatisme de l'opération, c'est difficile. Dans 2-3 semaines, là, on conseille le patient pour éviter ce sorte de complications. Parce que qui dit l'ophtalmie sympathique, les signes chimiques, il aveugle. Un monophtalme risque d'être aveugle un jour par l'ophtalmie sympathique. Le décollement de rétine. Le décollement de rétine, le traitement, c'est chirurgical. Donc, il y a deux sortes d'opérations. Il y a la chirurgie classique. Donc, il y a la vitrectomie. Avec la vitrectomie, la chirurgie classique, c'est la chirurgie externe. On fait rapprocher les deux feuilles. Le décollement de rétine, c'est quoi? C'est un clivage entre les deux feuilles de la rétine. C'est l'épuisement pigmentaire et je préfère que nous t'aider ou donc à la question pour ne pas. Le décollement de rétine, c'est un chapitre à part. D'accord? Juste comme le. Donc, comme on a l'ophtalmie sympathique. La chambre antérieure, peut-être le siège d'un éphéma, tendal. L'éphéma, c'est un motif très très fréquent en consultation. L'éphéma, c'est quoi? C'est la présence du sang dans la chambre antérieure. Donc, généralement, c'est un trauma contusif, mais ça n'empêche pas qu'un trauma perforant peut être associé à un éphéma. Généralement, c'est un trauma contusif. Généralement, les enfants, jets de pierre, ballons, c'est très fréquent. Heureusement, donc, le pronostic est favorable. Donc, le tableau clinique, le patient vient avec un œil rouge douloureux. Donc, les origines de saignement, c'est surtout le corps ciliaire, dans 75% des cas, et les risques dans 25% des cas. Donc, un œil rouge douloureux, l'examen de la chambre antérieure trouve déjà à l'œil nu comme le chauffe-eau. Le sang, c'est du sang avec un niveau liquide. Donc, même un caillou sanguin, des fois, pas vraiment un caillou. On a l'évolution, heureusement, elle est favorable dans 95% des cas. Elle se résorbe spontanément le plus souvent. La résorption se fait qu'il y a le drainage de l'humeur aqueuse par le trabéculum. Comment on peut distinguer éphéma et hémorragie cornéenne? Hémorragie cornéenne. Il n'y a pas d'hémorragie cornéenne. La cornée n'est pas vasculaire. L'hématocornée, c'est l'imbibition de la cornée par les produits de dégradation de cellules sanguines. Pour l'aspect verdâtre, on dit une image, c'est l'hématocornée. Tu vois le reflet verdâtre. Là, l'hématocornée, c'est trop tard. Là, voilà, c'est irréversible. L'hématocornée, le seul remède, c'est la greffe, la kératoplastie, la greffe de cornée. Il n'y a pas de solution. Maintenant, on a l'éphéma. Pour les 5 stades, tu as l'éphéma. Grade 0, tendal hématique. C'est le tiers.
la dernière inférieure à un tiers, puis entre le tiers et la moitié, supérieure à la moitié, et eczéma total. Dans le stade 3 et 4, le risque d'hypertonie est majeur. Dans les hypotonisants. Les complications possibles, c'est vrai, c'est banal. Ça, on peut avoir des complications type saignement secondaire vers le 5e jour, c'est déjà le saignement de 5e jour. Le 5e jour, exactement, j'ai le saignement. Suite à un eczéma important, stade 3-4, et négligé généralement. L'hypertonie oculaire, l'hypertonie par infiltration du trabéculum par les cellules sanguines, l'atrophie optique. Pourquoi exactement c'est le 5e jour? C'est décrit, c'est pas une explication. C'est le 5e jour. Quelle est l'origine du saignement? L'origine, c'est toujours le conciliaire et le risque. C'est le saignement. Généralement, les gars, des patients à risque, les gars, l'adulte des hypertendus, des hémopathies. D'ailleurs, les troubles sanguins, c'est un critère d'hospitalisation. Donc, je crois le critère d'hospitalisation, les paiements. Vous avez le saignement, l'hypertonie, l'atrophie mine, c'est secondaire à l'hypertonie oculaire non traitée. L'hypertonie, une compression du nerf optique, l'atrophie optique qui est irréversible. L'hématocornée, c'est l'inhibition de la stroma cornéen par les produits de dégradation des cellules sanguines. Ou des synéchies, les synéchies sont des synéchies antérieures, postérieures, des synéchies cornéo iridocornéennes. Les synéchies, par exemple, les uvéites, c'est les iridocornéennes, c'est des synéchies postérieures. Là, c'est des goniosynéchies. Je vous beaucoup plus, je vous chaque fois l'examen, la gonioscopie, les gonades de le verre à 3 miroirs. Ça dépend de la pression intraoculaire. Des fois, après tout le glaucome GFA, par fermeture de l'angle, on a des chiffres tensionnels, soit 50-60. C'est une extrême urgence. D'ailleurs, c'est la seule urgence ophtalmologique, l'urgence médicale. L'ophtalmologie, c'est la GFA. On doit baisser le tonus le plus rapidement possible. Alors, quelques jours, c'est pas le même jour, une semaine, 2 semaines, ça dépend de la compression, ça dépend du chiffre tensionnel. Pour des pressions, dès qu'après 2-3 jours, là, c'est. Là, les critères d'hospitalisation. Tout effet chez l'enfant est un critère d'hospitalisation. Les enfants ne gardent pas ils sont non disciplinés, mais puisque le traitement de l'effet il n'y a pas un traitement, c'est des mesures physiques qui permettent d'accélérer la résorption. La résorption se fait spontanément. Donc l'enfant est reposé, voilà, il est non discipliné. Donc, c'est un critère d'hospitalisation, même un eczéma grade 0 chez l'enfant, on doit hospitaliser. Eczéma stade 3, 4 chez l'adulte, l'eczéma supérieur à 50% de la chambre antérieure, il y a la non-observance du traitement. Il faut un patient qui est non discipliné, qui a hospitalisé, l'HTO supérieur à 35 mm de mercure, le glaucome et les hémoglobinopathies, les troubles d'hémostase et de coagulation. Le traitement, ce sont des mesures physiques type repos strict au lit, position demi-assise et boisson abondante. Les 3 mesures permettent d'accélérer la résorption de l'humain aqueuse, le sang. En cas d'HTO, on met le patient sous traitement hypotonisant. Sinon, pour l'effet stade 3-4, on attend systématiquement. Parce que l'hypertonie, même quand je le début, donc, hypotonisant comme mesure préventive. Le traitement local cycloplégique et corticoïde. Les cycloplégiques, l'intérêt, c'est l'effet antalgique. Sous le jeu pupillaire, un effet antalgique de patient. C'est beaucoup plus pour la douleur. Les corticoïdes pour diminuer l'inflammation.
Le traitement chirurgical, le lavage de la chambre antérieure. Là, c'est le dernier. On fait rarement le lavage de la chambre antérieure. Les indications, là, ce n'est pas l'hématocornée. Là, c'est l'hématocornée, c'est trop tard. Déjà, on fait le lavage pour ne pas arriver à l'hématocornée. L'hématocornée, c'est le traitement, c'est la greffe de cornée. Donc, on fait le lavage pour ne pas arriver à l'hématocornée. En cas d'hypertonie oculaire supérieure à 50 non contrôlée, en cas d'éphéma, stade 3, ne diminuant pas de moitié en moins de 6 jours avec HTO supérieur à 25, ou là, éphéma persistant après le 7e jour. Là, pratique après le 5e jour, on fait le lavage, favorisant le risque de goniosynéchie. Ça pour la cornée. Les risques, on a déjà, les risques, peut-être le siège d'un arrachement de la base de l'iris, c'est l'iridodialyse, rupture sphinctérienne, un corps étranger, ou là, une plaie punctiforme, voie de passage du corps étranger, ou là, hémorragie irienne, c'est une structure très vascularisée. L'iridodialyse, c'est l'arrachement de la base du l'iris, c'est iridodialyse de grande taille, le risque de diplopie monoculaire est là, et on doit faire une iridopexie. L'iridodialyse, c'est l'arrachement de la base de l'iris. Il y a très important quand on a une diplopie gênante. Là, c'est l'indication vers l'iridopexie. Généralement, en deuxième intention. La sphinctérotomie irienne, c'est la rupture du sphincter, elle est évidente. Qui m'a trouvé. C'est pas chaud là. C'est la rupture de la sphinctérotomie irienne. On peut avoir aussi des modifications pupillaires type mydriase, c'est plus fréquente, ou une mydriase. Rarement, on trouve un myosis réflexe par spasme du muscle ciliaire. L'éridodomisis, c'est quoi l'éridodomisis? C'est la mobilisation d'une portion de l'iris secondaire à une subluxation du cristallin. L'examen, juste la table d'examen, je trouve une portion de l'iris, c'est l'éridodomisis. Ou généralement, la subluxation, je trouve même une phacodomisis, c'est la mobilisation de le cristallin lui-même. Le cristallin, peut-être le siège d'une contusion, rupture, luxation, ce que nous intéresse, c'est la luxation et la subluxation. Là, c'est la cataracte contusive en retard. Suite à un trauma contusif violent. Ces cataractes peuvent être retardées par rapport au traumatisme. La raison pour laquelle on ne doit pas faire l'opération de la cataracte peut débuter. D'accord. La cataracte traumatique contusive est opérée plus tardivement. Cadre la cataracte dit l'intensité. Ou là, la régression, la luxation du cristallin. La subluxation, c'est la forme la plus fréquente. Heureusement, elle est moins. La luxation, c'est une rupture partielle des fougues. Le tableau clinique typique, c'est très important de connaître la luxation antérieure. C'est un tableau clinique typique associant une baisse d'acuité visuelle, une douleur très intense, un cristallin luxé dans la chambre antérieure. Là, le cristallin, on a un peu cataractique. C'est l'aspect en goutte d'huile, un cristallin transparent luxé.
normalement c'est le cas. Ouais. C'est l'aspect classique en goutte d'huile. La goutte d'huile في la chambre antérieure. نشوفوا فيها. هذا. هنا le cristallin il est transparent. Juste luxé. نرجع هكا. On a la luxation antérieure, donc BAV, douleur, cristallin luxé, aspect en goutte d'huile brillant en chambre antérieure. Là, il y a deux mesures urgentes s'imposent. Donc, c'est très important de connaître les deux mesures. C'est de mettre la pupille en myosis salaire pour empêcher de revenir en arrière ou contrôler l'hypertonie. On a l'hypertonie généralement trouve plus de 50, 60 mm de mercure. C'est une extrême urgence. Cette entité est mal tolérée et la prise en charge chirurgicale urgente s'impose. Là, c'est l'extraction du cristallin. Par contre, la luxation postérieure, ce n'est pas d'une extrême urgence. Donc, on peut temporiser des mois, voire des années, jusqu'à l'installation des complications. Si une BAV améliorée par un verre de plus 10 dioptries, alors plus 10, parce que le pouvoir réfractif du cristallin, voilà. Donc, il faudra chercher le cristallin au verre à 3 miroirs, généralement à 6 heures. Généralement, la luxation postérieure, le cristallin doit être 6 heures. C'est des études, elle me cache une explication maintenant. Les courbées en cas d'opacification des milieux. La tolérance, elle est excellente. L'indication opératoire rapide en fonction de la tolérance de la luxation. Il a une hypertonie, une réaction inflammatoire. Là, un décollement de rétine, le décollement, c'est l'indication opératoire. On doit extraire le cristal luxé. Oui. Il y a des zones au long de la découverte. Pourquoi la résorption de ces il y a des zones au long de la découverte. Pourquoi à cause de pourquoi on aura une hypertonie? Pourquoi on aura une hypertonie de la luxation? Parce qu'il y a des zones au long de la découverte. Ça ne suffit pas. Parce qu'on a sur 360. Donc, il n'y aura pas de compensation. Non, surtout c'est l'installation brutale. Il n'y aura pas de temps. L'installation, le traumatisme, c'est aigu. C'est l'hypertonie. Déjà le cristallin, la masse, ça prend un volume, ça augmente la pression. Je crois qu'il y a deux mécanismes. Le vitré. Donc, on a luxation postérieure, c'est bon. Donc, la luxation postérieure, on temporise. On opère je faut battre les complications. S'il y a une complication, sinon, on le laisse. Alors, des fois, parce que l'opération, le cristallin luxé, des fois, on est obligé de faire une vitrectomie. Carrément, de le cristal. Donc, l'opération bat les risques d'AHA. Donc, on temporise. S'il y a une complication grave, l'indication opératoire s'impose. Donc, le vitré, comme on a déjà dit, le vitré peut-être le siège de l'hémorragie ou bien le corps étranger. Pluie de suie, BAV, mais toujours perception lumineuse. On a parlé comment faire la différence entre un décollement de rétine. Comment faire la différence entre un décollement de rétine et une hémorragie intravitréenne. Décollement, je vois un voile noirâtre, je vois quelques points noirâtres, on bat le voile. Par contre, les pluies, non, ماشي حمد. Des points, تبقى une perception lumineuse. Par contre, par exemple, pour faire la différence entre décollement et hémorragie, le décollement, la perception lumineuse,
On peut C'est le décollement, il est périphérique. non, la différence entre hémorragie du vitré et décollement de rétine total. On est dans le décollement. Je sais bien sûr, à la localisation. Non, on a pour faire la différence entre hémorragie du vitré et un décollement total. D'accord? Là, je galère. Toujours, mais toujours une perception lumineuse, quand la perception lumineuse négative, ce n'est pas seulement l'hémorragie intravitrienne. Il y a une autre chose derrière, une autre explication à la BAB. De toute façon, le TD, j'ai fait des modifications, ce n'est pas mon TD. Résorption spontanée, en quelques semaines, il y a l'hémorragie intravitrienne seule. La résorption se fait spontanément en quelques semaines. Pas d'indication opératoire, c'est la vitrectomie. Pas d'indication urgente, sauf si complications, ou bien des lésions associées, type décollement de rétine. C'est pourquoi on doit faire une échographie au mode B. Tout à l'heure, l'échographie au mode B, il y aura en cas d'opacification des milieux transparents, qui m'a l'effet l'hémorragie intravitrienne, cataracte. Donc, on a l'intérêt de l'écho-B à la recherche d'un décollement de rétine ou un corps étranger en cas de corps étranger, surtout radio transparent. Oui. Des hémorragies, oui. Une hémorragie qui est. Alors, l'image du décollement de rétine, pas pour le décollement de rétine. نرجعوا هنا لتحت شتي هذه نقدر نعاود نكبرها ليماج بركة شوفوها هنايا هذا سي ان ديكولمون هذا سي ان ديكولمون هذه l'hémorragie intravitrienne. Le décollement de rétine, c'est un clivage entre les deux feuillets rétiniens, l'épithélium pigmentaire et le neuroépithélium. Mais non. هنا وين ميرسي Pour la rétine, on peut avoir un œdème, un décollement de rétine ou un corps étranger au niveau de la rétine. L'œdème, c'est l'œdème de Berlin. Donc, l'œdème de la région, c'est un œdème de la région maculaire, secondaire œdème du pôle postérieur, quand même, plus accentué, la région maculaire. Donc, il est responsable du BAV important, puisque la macula, c'est le centre de la vision. L'œdème de la région maculaire, contusive, responsable du BAV sévère, pronostic réservé. Le plus souvent, généralement, l'évolution se fait vers la guérison en quelques jours. La guérison est spontanée. Il y a des études on traite par des corticoïdes, mais l'efficacité n'est pas vraiment prouvée. Sinon, donc l'évolution soit se fait vers la guérison spontanée ou l'installation d'une ischémie définitive. Déjà, c'est l'apoptose des cellules visuelles rétiniennes irréversible avec une perte définitive de la vision.
Donc, on ne peut pas rassurer le patient. Si je fais un œdème de Berlin, même si dans 80% des cas, l'amélioration, qu'il y a des cas où l'aggravation, voire la perte de la vision centrale. Le décollement de rétine, on est responsable une BAB avec un voile, le traitement toujours chirurgical, le décollement de rétine. Là, on peut parler un peu du traitement chirurgical du décollement de rétine. Maintenant, deux types d'interventions dans la chirurgie classique. On a la chirurgie endoculaire, c'est la vitrectomie. Donc, la chirurgie classique, il y a des critères, le décollement, pas tous les décollements. On a un décollement évident, la déchirure. Toujours, on parle de décollement rhumatogène. Parce qu'on a les trois types de décollement. On a les décollements rhumatogène, exudatif. On parle de décollement rhumatogène. Voilà, le terme rhumat, c'est suite à une déchirure. Puisqu'on a une déchirure évidente, à un certain localisation, donc la sclère, la rétinopécie, clivage entre, fermeture de la déchirure le clivage entre les deux pays. Donc, avec virtuel, on dit un c'est la chirurgie classique. Maintenant, c'est en fonction de l'âge, de la localisation, les déchirures. Donc, par contre, la chirurgie, on auto-oculaire. On dit la vitrectomie. La vitrectomie, le décollement de rétine. Le terme vitrectomie, on traite, la lésion.